Bienvenue dans Version Crue, le podcast de nutrition canine, sans gêne, sans filtre et sans langue de bois. Si tu es une âme sensible ou que tu es pas dans un super mood, je te conseille d'écouter ce podcast un autre jour. Et si tu as des enfants, range-les au placard 15 minutes. Vous êtes prévenus! Hello chez toi, ici Jen de la Gamelle du Pirate. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de régime vegan chez le chien. J'ai conscience que c'est un sujet qui est très compliqué, on va dire, parce que très émotionnel, comme toutes les décisions qui sont basées sur des convictions personnelles. Et donc, par souci de transparence, je préfère le dire tout de suite. Moi, je suis une bouffeuse de viande, j'adore manger de la viande, et c'est pas demain, en fait, que je vais arrêter. Maintenant, ça veut pas dire que je ne suis pas capable de mettre de côté mon opinion personnelle. Et donc là, je tiens vraiment à préciser que c'est un épisode qui est basé absolument pas sur mon opinion ou mes goûts personnels, mais uniquement sur la science. Alors, est-ce qu'on peut nourrir un chien en vegan ? La version courte, c'est non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de t'expliquer pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et il y a énormément de raisons qui, bout à bout, me font arriver à la conclusion. Et de façon générale, j'espère que peut-être si toi, tu es vegan et que tu réfléchis potentiellement à passer ton chien en vegan, j'espère que ces raisons-là te permettront d'y voir plus clair et de ne pas le faire. La première raison, ça va être les protéines. Alors, on entend souvent, moi je l'ai lu aussi et je l'ai cru aussi, que les certaines sources de céréales, par exemple le quinoa, les lentilles, tout ça, c'était riche en protéines. J'aimerais qu'on définisse le mot riche. Parce que le quinoa par exemple, ça va être riche en protéines par rapport à, de la salade, mais à côté d'un morceau de viande, ce n'est pas du tout la même richesse, entre guillemets. On n'est pas sur les mêmes termes. De façon générale, les ingrédients de source animale sont beaucoup plus riches en protéines, d'une part, et ont un profil d'acides aminés beaucoup plus complet. Dit simplement, ça veut dire que ils sont plus forts, en fait, pour avoir tous les acides aminés essentiel, mais que ce soit chez le chien ou aussi chez l'humain d'ailleurs. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à aller comparer, 100 grammes de blanc de poulet et 100 grammes de quinoa sur un site, sur une base de données comme USDA ou SICAL ou ce genre de choses. D'autre part, il y a d'autres éléments à prendre en compte comme par exemple la biodisponibilité ou même l'assimilation en soi. Par exemple, la vitamine A. Donc, la vitamine A, il y en a dans les carottes. Par contre, elle va être sous forme de carotène. Ce n'est pas la forme qui est active et le corps du chien a besoin de rétinol. Et le rétinol, c'est la forme active. Le chien, il est capable de convertir la vitamine A dans les carottes, par exemple, en rétinol, contrairement au chat. Par contre, ça demande quand même un processus en plus dans le corps et donc des ressources en plus aussi. Un autre exemple, c'est le fer. Le fer, il est sous deux formes différentes, le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est le fer pareil dans les sources animales. Et le fer non héminique, c'est dans les sources végétales, comme par exemple les épinards. Les épinards sont très riches en fer. Par contre, c'est du fer non héminique, je me perds moi-même. Et en fait, l'organisme du chien, il est très fort pour se rendre compte de est-ce que j'ai assez de fer, est-ce que j'ai pas assez de fer. Et s'il n'a pas assez de fer, il va faire plus d'efforts pour garder le fer non héminique si on lui donne que ça. Mais de base, il n'est pas si bien assimilé que ça. Et en réalité, ça va être le cas pour plein d'autres nutriments. De façon générale, on ne compte pas, ou alors très peu, sur les nutriments apportés par les ingrédients d'origine végétale. Parce qu'on considère que c'est un peu moins bien assimilé. C'est le cas par exemple aussi pour les oméga 3, c'est le cas pour la vitamine D.
Enfin bref, si tu as un doute sur ce que je dis, n'hésite pas à fouiller les internets, à aller chercher les informations que je viens de te dire. Ce sont des connaissances assez basiques en fait en termes de biochimie et de nutrition. Donc n'importe quel site sérieux te le dira. Je crois même que Wikipédia te le dira. Ce qui m'amène donc à la deuxième raison, ou troisième raison, je ne sais plus, pardon, c'est que en réalité, c'est assez difficile, même si sur papier, la recette fonctionne et que tous les nutriments sont bien censés être là, c'est assez difficile de savoir si réellement l'organisme du chien va tout bien assimiler correctement et à quel degré. Et en fait, il faudrait faire des tests sur le chien directement, des tests de digestibilité, des tests d'assimilation, enfin des tests vraiment très poussés pour savoir qu'est-ce qui a été assimilé ou pas. Et donc ensuite derrière corriger. Ce qui m'amène donc à un truc que j'entends souvent, et je l'entends aussi beaucoup dans l'alimentation crue, c'est les fameuses prises de sang. C'est un truc que j'entends souvent, c'est que bah oui, la prise de sang de mon chien, elle est bien, donc il est en bonne santé. Alors non, pas du tout. La prise de sang, ça va déterminer, on va voir s'il y a un problème à la prise de sang à l'instant T. Et donc en fait, ça va avoir d'une part certains nutriments qui sont dans le sang, sauf que la plupart des nutriments ne sont pas dans le sang, ils sont juste de passage, et l'état global de certains organes. Mais tu ne peux pas détecter une carence sur une prise de sang. Ou alors, si elle apparaît sur une prise de sang, c'est que, en fait, c'est beaucoup trop avancé. C'est presque trop tard. Pour savoir si ton chien a une carence, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que la seule façon, c'est de faire une biopsie. Donc c'est très cher, c'est assez fatigant je pense pour ton chien. Bref, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Un autre truc qu'on s'imagine souvent, c'est que un chien carencé, ça se voit. Alors non, non plus. C'est pareil côté alimentation crue, on l'entend souvent, mais non, ça ne se voit pas. Et potentiellement, si tu le vois, c'est peut-être que c'est déjà trop avancé. Nous-mêmes, on est très carencés et pourtant, on vit 80, 90 ans. Être carencé ne veut pas forcément dire crever dans les 2 mois à coup sûr. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien retenir. Je viens d'y penser à une autre façon aussi de savoir si ton chien il est carencé, c'est de regarder la recette de base et de voir si tous les besoins essentiels sont remplis. Sauf que là, je reviens à mon argument précédent qui est que c'est pas parce que la recette elle est parfaite sur papier que on peut savoir si réellement le chien assimile bien tous les nutriments. La boucle est bouclée, quoi. Un autre point qui est intéressant de noter, c'est la taurine. Donc, la taurine, c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel pour le chien. Cela étant dit, tu es peut-être déjà au courant, il y a eu pas mal d'histoires là-dessus ces dernières années à propos des croquettes sans céréales et d'un problème de cœur chez les chiens. Et il y a eu pas mal de recherches là-dessus. Il me semble qu'aujourd'hui, ça s'est arrêté. Par contre, les spéculations aux dernières nouvelles étaient que potentiellement, ce n'était pas tant le problème du sans céréales, mais que c'était les légumineuses qui iraient empêcher l'assimilation de la taurine et donc potentiellement causer des problèmes de cœur. J'insiste sur le fait qu'à ce jour, ce n'est pas forcément prouvé, mais les spéculations sont bel et bien là. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de donner à son chien un repas qui va être largement basé sur des céréales, des légumineuses, tubercules, etc., etc., si derrière, potentiellement, il y a un risque. Et un dernier point à prendre en compte, ça va être les antinutriments qui vont être dans les glucides. Les antinutriments, ce sont des choses qui sont dans les sources de glucides et qui vont nuire un peu à l'absorption des autres nutriments, notamment des nutriments essentiels. Je cite par exemple le phytate je pense,
qui est dans les céréales, qui va nuire à l'absorption, enfin qui réduit un peu l'absorption du fer, du zinc, etc. Je pense aussi au goitrogène, goitrogène peut-être. Je suppose que ça se dit goitrogène en français vu que ça vient du goitre. Je m'excuse pour ce petit interlude vocabulaire. Je n'ai jamais entendu ce mot en français et enfin moi tous mes trucs de nutrition, mes bouquins de nutrition ils sont en anglais et en plus enfin, c'est des bouquins donc moi je lis dans ma tête en anglais donc moi je l'entends comme goitrogens. Bref, désolée pour cette petite aparté. Voilà, nutritionniste en carton-pâte quoi. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, donc les antinutriments, les phytates, les trucs de goitre, il y a aussi les oxalates, enfin bref, il y a pas mal d'antinutriments et qu'il est difficile de prendre en compte, encore une fois, sur papier. J'ai conscience qu'il y a des études scientifiques qui indiquent que le régime vegan pour les chiens est tout à fait faisable. Je tiens cependant à te dire que les études scientifiques, c'est toujours biaisé. Les gens, ils veulent toujours... Enfin, tu fais pas une recherche aussi poussée, tu dédies pas ta vie entière dans un domaine si c'est pas profondément ancré en fait dans tes convictions personnelles et ta mission de vie entre guillemets quoi. Et ces études-là, quand tu regardes, et c'est aussi le cas pour n'importe quelles autres études, hein. Quand on regarde, pardon, il y a mon chien qui fait puf. Et en fait, quand on regarde les études scientifiques, moi je trouve ça hyper intéressant de regarder le nom des personnes. Parce que tu te rends compte que, par exemple, moi je me suis rendu compte justement que dans les études véganes, c'était très souvent les quelques mêmes personnes. Et pour la petite anecdote, j'avais contacté un de ces auteurs parce que justement je voulais avoir quelques détails sur la publication et donc il m'avait très gentiment répondu et comme ils le font souvent les scientifiques redirigent en plus vers plein d'autres études et donc c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, ce scientifique-là, en fait, je retrouvais son nom dans quasiment toutes les études autour du véganisme chez le chien. Donc voilà, c'est pas parce que ce sont des scientifiques qu'ils sont 100% objectifs. Ce sont tes convictions personnelles qui t'amènent à vouloir prouver telle ou telle hypothèse. Parlons maintenant de l'impact écologique. Alors, je comprends tout à fait que tu aies envie de réduire ton empreinte carbone, que tu n'aies pas envie de donner de la viande si tu veux faire du fait maison, parce que oui, effectivement, hein, impact écologique, blablabla, oui, c'est une réalité. Mais si c'est ça qui t'emmerde, donne-lui des croquettes à ton chien. Parce que les croquettes, en fait, c'est fabriqué à base entre guillemets, des déchets de la production humaine. En gros, pour simplifier, à l'abattoir, on récupère les parties nobles pour nous, parce que nous, c'est ce qu'on mange. Et après, tous les trucs un peu pourraves que nous, on mange pas, genre les abats et tout ça, ça va aller dans le pet food. Donc, t'es déjà en train de réduire ton impact écologique en donnant des croquettes à ton chien. Et si toi, ce qui te fait kiffer, c'est vraiment de donner du fait maison à ton chien, là, il faudra utiliser un CMV adapté. Le truc, c'est que donc moi, j'ai regardé un petit peu en préparant cet épisode des CMV, je vais appeler ça un CMV, hein, mais il y a aussi pas mal de protéines et d'autres trucs, enfin des compléments pour une alimentation végane pour chiens. La quantité d'ingrédients qu'il y a là-dedans, c'est un truc de malade. Et là, je me permets une petite opinion personnelle qui, en plus de ça, n'est même pas vérifiée. Mais je me pose quand même pas mal de questions sur la fabrication de ces compléments et pour la peine l'impact écologique de cette fabrication-là. Pour conclure, je pense personnellement que l'alimentation fait maison végane, ça peut être très intéressant à court terme. Si par exemple tu as un chien avec énormément d'allergies ou aussi avec des intolérances. Mais il faut que ça reste du court terme parce que
Je le répète encore une fois, la recette, elle peut fonctionner sur papier, mais en réalité, tu ne sais pas réellement comment ton chien va absorber et utiliser les nutriments qu'il va y avoir. Pour la petite anecdote, moi j'ai essayé sur mon formulateur de formuler une recette végane. J'ai galéré. J'avais, je crois, 3 ou 4 sources de protéines, un paquet de compléments jetés dans le tas. Et puis en fait, surtout, j'ai galéré parce que pour avoir les bons taux de protéines, je devais mettre plus de céréales, de tubercules, légumineuses, blablabla, tout ça. Sauf que en fait, j'explosais mes calories. Enfin, c'était un enfer total. Petit bonus, avant de se quitter, j'avais aussi envie de parler des croquettes véganes. Je pense qu'il y a pas mal de bullshit derrière, donc franchement, attention, comme avec toutes les nouvelles marques de croquettes, quoi, attention avec le bullshit marketing. Sérieux, le marketing, vous me pétez les ovaires à force d'essayer de nous faire croire tout et n'importe quoi. Oups, pardon pour ce petit élan de haine. Bref, les croquettes véganes, comme je l'ai dit en fait là pendant tout l'épisode, c'est compliqué parce que ouais, ça peut être bien sur papier, mais en fait faut faire des tests et souvent les croquettes véganes, ils font pas de tests sur les animaux. Ce qui est logique en soi, puisque souvent être végane, ça veut aussi dire être contre les tests sur les animaux. À la rigueur, si tu veux donner des croquettes véganes à ton chien, et là je repense à un post de la vétérinaire nutritionniste Charlotte Deveau, qui est très très bien, si tu ne connais pas, je te conseille d'aller suivre, qui en avait parlé justement et qui disait, et donc là je la rejoins là-dessus, c'est que si vraiment tu veux donner des croquettes véganes, donne des croquettes vétérinaires qui, elles, auront des tests vachement plus rigoureux. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Donc si toi tu es végane et que tu penses peut-être passer ton chien sur la même alimentation, le même mode d'alimentation que toi, j'espère t'avoir convaincu que c'était pas forcément une bonne idée. Si tu es du genre extrémiste végane qui considère que mon avis n'est pas fiable et qu'il est biaisé parce que je mange de la viande, je rappelle encore une fois que là, dans cet épisode, il n'était absolument pas question d'avis personnel, mais vraiment de faits scientifiques. Et de la même façon que tu remets en question assez facilement ce que moi je te dis là, je t'invite à remettre en question ce que d'autres professionnels peuvent te dire, mais qui t'arrange bien parce que ça va dans ton sens. Grosse dédicace à toutes les dog moms qui sont véganes, mais qui donnent de la viande à leurs chiens. Franchement, vous avez du courage. Moi, j'adore la viande et parfois, même moi, ça me dégoûte un peu de toucher certains morceaux. Hein. Donc, big up les meufs. Et enfin, message aussi pour ceux qui sont contre cette alimentation. Moi, je suis contre aussi. Mais arrêtons d'appeler ça de la maltraitance. Moi, j'appelle pas ça de la maltraitance. Enfin, j'appelle plus ça de la maltraitance. Si on fait quelque chose en pensant sincèrement faire bien. Parce que sinon, moi, j'ai été maltraitante aussi. Hein. Je pense qu'on a tous fait des conneries avec nos chiens à un moment ou à un autre. Mais voilà, on savait pas, on pensait faire bien, et puis c'est pas grave en fait, on apprend, et puis on change, on évolue. C'est la vie quoi. Et pense à partager cet épisode avec tes amis, vegan ou pas vegan, hein. Moi j'accepte tout le monde tant que tout le monde est sympa. Et surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. À la prochaine!